Alors, j'ai appelé ça une transformation systémique. Le mot a été employé par la représentante de l'ARS et je vais essayer de présenter ou de rappeler finalement, resituer la thématique de l'hôpital de proximité dans le processus de réforme dans lequel on est. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis médecin. J'ai été formé d'ailleurs, j'ai fait mes études de médecine à Rennes, pas très loin d'ici. Et je me suis spécialisé donc, dans le DES de ma spécialité, épidémiologie et médecine sociale. Donc je ne suis pas un médecin clinicien, je suis convaincu qu'il faut que la santé publique se rapproche de la médecine générale et je vous remercie beaucoup d'ailleurs de m'avoir invité à pouvoir m'exprimer sur ce sujet. J'ai principalement une activité de recherche sur les services de santé, qui n'est pas tout à fait la recherche clinique, on s'intéresse finalement, mon objet de recherche c'est le système de santé, sa performance, son efficacité, sa durabilité et je travaille donc dans un institut de recherche en économie de la santé. J'ai aussi, et c'est un peu pour peut-être mettre en avant, mais alors, ce ne sont pas des conflits d'intérêts. En médecine générale, vous présentez souvent vos conflits d'intérêts, je trouve ça très bien. Je suis salarié d'IRDES, c'est ma seule source de revenus. Mais je suis aussi conseiller scientifique au Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Je vais en parler un petit peu parce que, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une instance qui rassemble tous les partenaires du système de santé. Ça va de l'industrie, en passant par les assureurs, les syndicats de salariés dans les établissements, les syndicats professionnels, et ça fabrique des avis et du consensus. Et c'est très important parce que c'est ce qui permet ensuite d'alimenter la réflexion politique et qui peut aussi influencer les réformes. Je suis aussi membre du comité d'orientation de l'ONDPS, Observatoire national de la démographie des professions de santé. Je le souligne parce que je suis convaincu que la ressource humaine étant la principale ressource des systèmes de santé, on transforme les systèmes de santé en transformant la ressource humaine et je pense que c'est vraiment un enjeu majeur. Et puis mes fonctions actuelles, je suis en charge d'une mission que j'ai appelée Respire, avec l'idée donc qu'on a besoin de construire un écosystème de recherche. On a besoin de produire des savoirs sur les nouvelles formes d'organisation, notamment dans les soins ambulatoires, on peut appeler soins primaires, qui vont et qui doivent évoluer, notamment autour du travail d'équipe, autour de l'intégration sociale, médicale, etc. Et pour ça, il faut rassembler des gens, les faire se rencontrer, se confronter pour faire émerger des bons projets. Et à ce titre-là, je suis partenaire d'un projet porté par le CNGE, en partenariat avec tout un ensemble d'autres partenaires dont la mission Respire, qui est le projet de réseau de recherche en soins primaires Accor. Alors, je voulais juste, une fois que j'ai fait les présentations, rappeler que finalement cet enjeu des hôpitaux de proximité des CPTS est à replacer dans la réforme de Ma Santé 2022. Et je vous invite, si vous avez un petit peu de temps, à regarder l'avis du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie de mai 2018 qui a beaucoup influencé la réforme et qui est intéressant parce qu'on retrouvera les principes fondateurs que je vais rappeler et qui sont un peu à l'origine de cette idée d'hôpitaux de proximité et d'intégration donc de CPTS. L'idée qu'il faut vraiment mettre en avant et qui est très importante dans cette réforme, c'est l'idée de reconstruire le système de santé à partir de la population, en disant quels sont les services qu'on doit rendre à la population à l'échelon local, accès aux médecins traitants, accès aux soins, c'est toujours autour de l'accès, accès aux soins spécialisés, certains services spécialisés en proximité. Et à partir de là, cesser de construire un système à partir de l'offre, mais plutôt à partir des services qu'on veut rendre à la population. Ça paraît simple de le dire comme ça, mais c'est un changement radical. L'autre principe en avant, c'est s'appuyer sur les forces et s'appuyer sur notamment les usagers et les professionnels. Et l'idée principale qui nous occupe aujourd'hui, c'est finalement de chercher à construire une sorte de premier niveau de soins, qui est un niveau qu'on appellerait intégré et qui est appelé réseau territorial de proximité. L'idée, en fait, c'est de dire il y a tout un ensemble d'acteurs du secteur social, du secteur sanitaire, hospitalier et ville. Et l'enjeu, c'est que tout ce niveau-là se structure dans une logique horizontale pour rendre des services à la population. Et c'est ça qui est, je crois, le sujet de notre atelier. Il y a aussi, et c'est important de le dire, dans cet avis, un repositionnement des hôpitaux de référence sur leur mission. Et l'idée quand même importante qui porte cet avis et qui est dans la réforme, c'est de dire en fait qu'il faut redéfinir les missions des uns et des autres. Il faut redonner un sens global à l'organisation du système. Il nous faut une vision. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter d'être dans un système de soins qui est piloté en mode propulsion arrière. Il nous faut une traction avant. Il faut un objectif. Et c'est ça qui est un peu décrit dans la vie. Et je pense que c'est ça qui porte la réforme. Alors, l'idée aussi, c'est de dire qu'il faut que l'hôpital arrête de tout faire, tout le temps. Il faut plutôt redéfinir des niveaux de soins. Et donc, je vais parler de cette première ligne. Alors, rapidement, ce que dit cet avis,
Il reprend en fait la CPTS, que je ne vais pas développer, mais en insistant quand même sur l'importance de regrouper ou d'essayer de faire en sorte que l'ensemble des acteurs médicaux, sociaux, sanitaires, donc de prévention, curatifs et de prévention, collaborent ensemble, chercher à faire de la communication entre ces acteurs à l'échelon territorial. Il parle des établissements de santé communautaires. Alors bien sûr, je parle de l'avis. La loi utilise d'autres termes et bien sûr, rien n'est complètement finalisé puisqu'on attend toujours les ordonnances et qu'on est dans un processus qui va être évolutif. Mais tel qu'il est décrit, l'idée des hôpitaux communautaires, des établissements de santé communautaires, c'est d'avoir vraiment un niveau d'hospitalisation de premier recours qui soit vraiment au service des médecins de ville, c'est écrit comme ça dans l'avis, avec une approche de médecine polyvalente, avec des plateaux techniques, avec donc la possibilité d'un exercice mixte pour les généralistes et les spécialistes, des relations à préciser avec les groupements hospitaliers territoriaux. Et là, je voudrais souligner un enjeu majeur qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui, qui est, ce que proposait le HCAM, c'est de dire qu'il faut que ces hôpitaux de proximité soient autonomes, soient dans une relation contractuelle avec les GHT et ne soient pas intégrés au GHT. Ça a été conflictuel et il y avait des désaccords au HCAM. La raison est de dire qu'il faut plutôt renforcer une offre intégrée horizontalement que d'aller vers toujours une logique d'intégration verticale qui finalement méconnaît en fait les services et surtout l'égalité des services rendus à la population en proximité. Dans la vie, on envisage 550 à 600 hôpitaux, établissements communautaires de proximité. Et autre élément très important, c'est de dire que le changement radical qu'on souhaite faire dans cette réforme, c'est que ce réseau territorial de proximité, il assume des responsabilités, mais véritablement qui traditionnellement étaient dévolues à l'hôpital public ou l'hôpital de recours, voire l'hôpital universitaire, c'est-à-dire qu'il assure l'accès aux soins, il assure l'accès aux droits, il prend en charge en fait tout ce qui peut-être arrive de façon inappropriée dans des urgences de grands CHU, choses comme ça. Donc c'est vraiment cette idée qu'il y a une responsabilité partagée socialement par l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est un changement, je pense, radical. Alors, petit voyage international, les hôpitaux communautaires existent aussi dans les autres pays. Et je cite là, si ça vous intéresse, vous aurez la présentation, il y a une référence, des collègues donc, de la London School of Hygiene qui s'étaient intéressés aux hôpitaux communautaires dans différents pays. Et on retrouve dans différents systèmes les équivalents des hôpitaux de proximité ou des hôpitaux locaux. Et là, j'ai extrait quelques éléments de ce rapport touffu qui dit notamment que ce sont des hôpitaux qui offrent une variété de services importante, qu'ils ont une grande diversité de statuts et qui sont très liés à la façon dont s'organisaient les systèmes. Dans des systèmes décentralisés comme en Finlande, ce sont des fois les centres de santé qui ont quelques lits qui vont permettre d'avoir des patients. Dans d'autres systèmes, ça va être organisé différemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il concluait quand même dans ce travail qu'il y avait peu d'informations sur l'efficacité, l'efficience de ces modèles d'organisation. Il disait en gros que la plupart de ces établissements sont publics, mais pas nécessairement, qu'on y trouve des équipes multidisciplinaires, que souvent il y a une pression forte qui repose sur les professionnels qui y travaillent, qui sont amenés à faire beaucoup plus de choses que les qualifications qu'ils ont eues et qui peuvent les mettre en difficulté, qu'ils ont des problèmes de recrutement dans ces structures, qui sont souvent, alors qu'on peut aller vers une offre de services offerte dans les zones éloignées, jusqu'à une sorte d'intégration complète dans la communauté avec des démarches très préventives, donc des modèles assez différents. Et puis un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire que les professionnels de santé sur le territoire considèrent que ces établissements, c'est leur chose, ils sont très investis dedans. Alors, l'étude montrait, et je pense que c'est intéressant à avoir en tête sur l'avenir en France, c'est que ces hôpitaux communautaires ont une sorte de flexibilité. Ils sont très adaptables, tout le monde dit ça très très bien. C'est très bien parce qu'ils peuvent s'adapter aux besoins de la population, mais en même temps, ils peuvent être aussi soumis, finalement, ils peuvent être dépendants de la pression des hôpitaux de référence qui leur envoient régulièrement des patients. Et donc, on voit bien là l'enjeu qui est d'arriver à construire une offre de première ligne solide qui vraiment s'occupe des premiers besoins de la population par rapport à une logique qui va être de spécialité, qui va être verticale. Et je crois que c'est un des enjeux qui se pose aujourd'hui en France, c'est de trouver cet équilibre difficile, puisque contradictoire, entre des logiques qui vont être préventives, orientées patient-population, vers des logiques qui vont être plutôt maladie et très structurées par la technique. Je finis ma présentation en parlant, et finalement, de la médecine générale dans tout ça, puisque c'était MG, CPTS et hôpitaux locaux.
Et je reviens un peu à l'avis du HCAM qui dit que si on veut faire cette réforme, il faut aussi réfléchir à l'évolution des valeurs professionnelles. Et il propose, l'avis du HCAM, qu'il y a un socle de valeurs communes qui soit partagé par l'ensemble des professionnels de santé. Il ne les définit pas, il dit que c'est aux professionnels de le faire, en disant qu'il est peut-être important aussi que dans le monde professionnel en santé, on intègre des notions comme la justice sociale, l'égalité, l'importance du travail collectif et de la coopération, ce qui veut dire, ce qui a déjà été évoqué aujourd'hui, l'autonomie patient, la décision partagée. Le deuxième enjeu, je pense, pour la médecine générale, c'est la question, et qui est un enjeu pour le système de santé. On est dans une logique d'hyperspécialisation qui est naturelle, qui est anthropologique. Dans toutes les sociétés, on se spécialise, dans le secteur de la santé aussi. Mais en France, comme dans beaucoup de pays, on fait des spécialités médicales et on fait des troupes de spécialistes et on met des gens dans des tuyaux qui ensuite ont beaucoup de mal pour passer d'un tuyau à l'autre. Et il y a, je pense, une réflexion à avoir là-dessus et certainement une réflexion à avoir pour la médecine générale, mais pour la médecine dans son ensemble et pour les professions dans leur ensemble. Donc comment, je pense, et c'est une réflexion qui est peut-être intéressante à partager, et notamment au sein du CNGE, mes propositions, comment imaginer une évolution des carrières, comment imaginer voir une évolution même des métiers ou des activités des médecins généralistes qui peuvent devenir pour partie des spécialistes de santé publique. Je connais beaucoup d'autodidactes de la santé publique en médecine générale, par exemple, mais ça peut devenir aussi un projet professionnel plus important, plus structuré. Je finirai ensuite sur la recherche en soins primaires, au sens où on s'intéresse à la population sur un territoire. La recherche et la formation sont les leviers importants. Et dans une réflexion sur la construction des CPTS, sur l'intégration d'une première ligne, étendre les lieux de formation au-delà des CHU, au-delà des hôpitaux, au-delà des structures de soins est certainement un enjeu majeur. Développer la formation interprofessionnelle, bien sûr. Et puis de la recherche qui n'est pas uniquement clinique, qui doit être clinique et aussi s'intéresser à l'efficacité des nouvelles formes d'organisation, à la qualité des services rendus, aussi en termes d'équité et de justice sociale. Et pour ça, il faut des équipes multidisciplinaires et des réseaux de recherche. Voilà, je vous remercie. Super.